Oui, le problème, c'est toujours le détroit d'Ormuz. Je pense que c'est vraiment le point central, parce que c'est ce qui peut, en fait, rendre l'Iran assez puissant. Pas seulement pour les avantages économiques, mais aussi pour sa capacité à faire pression sur les États du Golfe afin qu'ils cessent de menacer l'Iran en hébergeant des bases, en commerçant en dollars ou même simplement en les obligeant à verser des compensations. On a aussi vu des rapports indiquant que les Iraniens imposent désormais des taxes supplémentaires aux pays qui soutiennent les sanctions ou qui ont participé aux attaques. Donc, ils mettent en place un système d'incitation économique pour pousser à l'abandon de cette alliance anti-iranienne. Oui, exactement. Donc c'est maintenant ou jamais, on dirait. Parce que si on veut déclarer la victoire et rentrer à la maison, la région aura complètement changé d'ici un an. Ce sera très difficile à faire accepter à Washington, surtout avec le puissant lobby israélien derrière eux, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, je pense que c'est aussi l'une des raisons de la visite d'Arachi à Moscou, obtenir l'aide de Vladimir Poutine pour gérer les pays du Golfe. Parce que Poutine et les Russes entretiennent encore des relations plutôt correctes avec les Saoudiens et les Émiratis. À mon avis, Poutine va leur présenter un argument très convaincant en leur disant « Écoutez les gars, vous avez misé sur les États-Unis qui vous avaient promis la sécurité et la protection. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout fonctionné. Les Émirats arabes unis en particulier sont au bord de l'effondrement économique. J'ai trouvé ça assez amusant hier quand ils ont annoncé « Ah, on se retire de l'OPEP ». Eh bien, parfait. De toute façon, vous ne produisez plus rien, donc à ce stade, personne ne va vraiment remarquer votre absence. C'est seulement quand le flux de pétrole reprendra que l'Iran aura un vrai levier. Les pays qui voudront s'aligner sur l'Iran, qui paieront en yuan ou en rial, enfin la monnaie iranienne je suppose, ces pays-là pourront recommencer à faire circuler des marchandises. Donc la chaîne d'approvisionnement perturbée pourra, dans une certaine mesure, se remettre en route. Ce ne sera pas comme avant, pas complètement ouvert. Mais, comme vous le disiez, les pays alliés à l'Iran, eux, pourront traverser librement ce détroit. Le problème, ce sera pour les navires à destination de pays qui ne soutiennent pas l'Iran, ou même qui le condamnent. Dans ces cas-là, l'Iran les laissera, disons, se débrouiller seuls. Mais il le fera d'une manière polie, pas de façon ouvertement menaçante, pas comme un mafieux qui dirait « paye ta protection, sinon ton magasin pourrait brûler cette nuit ». Non, ce ne sera pas ça. L'Iran fera simplement comprendre qu'il y a un avantage à être son ami. En gros, sois notre ami. Et l'un des avantages pour traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité. Oui, eh bien, c'est justement pour ça que les grandes puissances ont toujours cherché à contrôler les principaux couloirs maritimes. Pas seulement pour l'avantage militaire, mais aussi pour le capital économique et politique que cela représente. Ma dernière question portait sur l'appel téléphonique récent entre Poutine et Trump. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'attention autour du ministre iranien des Affaires étrangères qui s'est rendu en Russie pour rencontrer Poutine. Et tout le monde se demandait comment Trump allait interpréter ça. On a l'impression que les Russes s'engagent désormais pleinement à soutenir et à se rapprocher des Iraniens. Et maintenant, bien sûr, Poutine et Trump ont eu cet appel téléphonique d'environ 1 heure et demie. Comme l'a indiqué Ushakov, ils ont surtout parlé de l'Iran. Sur la question de l'Ukraine, je crois que Poutine a proposé un cessez-le-feu pour le 9 mai, le jour de la victoire, quand l'armée rouge a vaincu l'Allemagne nazie. Mais l'essentiel de la discussion portait sur l'Iran. Est-ce que vous savez quelle est la portée de ces échanges?
Oui, Trump est désespéré de trouver une porte de sortie à tout ça. Ça lui a complètement explosé au visage. Son opinion publique, tu vois, le soutien pour lui est tombé autour de 33%. 64% des gens désapprouvent la façon dont Donald Trump fait son travail. Et pour ce qui est des prix, on avait eu une sorte d'accalmie. Pendant les 5 premières semaines, il y avait eu une forte hausse du prix de l'essence. Puis un cessez-le-feu a été déclaré et l'administration Trump a commencé à puiser dans la réserve stratégique de pétrole pour essayer de faire baisser un peu les prix. Mais ça, c'est fini maintenant. L'essence et le diesel repartent à la hausse et ils n'ont plus de réserve stratégique à utiliser. D'après ce que je comprends, on a clairement dit à Trump, de la part de ses conseillers militaires, qu'il n'y a pas de solution militaire, qu'ils n'ont pas d'armes miracles, ni d'opération magique qui forcerait l'Iran à se rendre et à rouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran peut en réalité continuer à garder ce détroit fermé aussi longtemps qu'il le souhaite, tout simplement parce que les États-Unis n'ont pas les moyens de contrer la capacité iranienne à lancer des missiles balistiques de courte portée, des missiles de croisière de défense côtière, et toute une gamme de drones, des drones de surface maritime, des drones sous-marins, et les drones classiques qui volent tranquillement dans les airs. Donc voilà, il a besoin d'aide, et il cherche à voir si Vladimir Poutine peut lui en apporter. Et Poutine, je suis sûr, sera prêt à offrir ses bons offices, mais pas au détriment de l'Iran. Au mieux, peut-être pour aider Trump à trouver une porte de sortie qui lui permette de sauver la face. Mais en réalité, malgré ce que Trump prétend, c'est l'Iran qui détient les meilleures cartes, pas Trump. Cette image de Trump, à la fois homme fort, respecté et président de la paix. À un moment donné, je pense que ces deux aspects allaient forcément entrer en tension, parce qu'il voulait pousser tous les pays à se réorganiser, en gros, selon sa volonté. Et maintenant, évidemment, ça l'a conduit à recourir à la force militaire. Ce n'est pas vraiment une surprise si beaucoup d'Américains se sont retournés contre lui. Je sais qu'il y a un noyau dur du mouvement MAGA qui accepte l'idée qu'avant, America First voulait dire pas de guerre, mais que maintenant, ça veut dire America First, on doit vaincre tous nos ennemis. Mais cet effort de Trump pour se présenter comme un grand président de guerre, ça paraît tellement contre-productif. En fait, ils doivent sans cesse revenir sur son principal argument de campagne, à savoir, il ne voulait justement pas faire cette guerre. C'est pour ça que j'ai été vraiment surpris par ce discours il y a quelque temps, quand J.D. Vance a expliqué que, eh bien, dans le passé, quand on avait ces guerres sans fin, la différence, c'est que les présidents d'alors étaient stupides, alors que Trump, lui, est très intelligent. Franchement, ce n'est pas le genre d'explication qu'on a envie d'entendre pour justifier un tel revirement. Mais bon, voilà où on en est. Je ne pense pas que l'Occident mesure vraiment à quel point ce groupe actuel de dirigeants iraniens, vous savez, de Pezeshkian, même s'il ne contrôle pas le Conseil islamique, à Mostafa Khamenei, le nouvel ayatollah, au chef des gardiens de la révolution à Arakchi et à Galibaf, tous ces hommes, quand ils avaient entre 17 et, disons, pour Galibaf et Arakchi, 25 ou 26 ans, Pezeshkian, lui, était le doyen du groupe, il avait la trentaine. Mais ils ont tous combattu dans cette guerre contre l'Irak, une guerre qui a façonné leur vie. C'était une menace existentielle. 200 000 Iraniens sont morts parmi les soldats et peut-être 60 à 70 000 civils. Cette expérience de la guerre fait partie d'eux. À l'époque, ils étaient les soldats de base sur la ligne de front. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent les rênes du pouvoir. Et ils savent ce que c'est, la guerre. Ils comprennent le prix à payer. Ils comprennent le sacrifice.
Et c'est bien ça le problème pour les États-Unis. Chez nous, personne, y compris Hegseth, ne comprend vraiment ce à quoi on pourrait être confronté. Ces gars-là, eux, ils savent. Ils y sont allés, ils l'ont vécu, ils ont même le T-shirt, comme on dit. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position que je compare à celle des États-Unis au début des années 60, avant l'assassinat de John F. Kennedy. À l'époque, Kennedy, à peine 20 ans plus tôt, commandait un patrouilleur dans le Pacifique. Son bateau a été coupé en deux et il a dû sauver ses hommes de la mort. Il savait ce que coûte le combat. Alors, quand on avance jusqu'en 1962, au moment de la crise des missiles de Cuba, il hésite à entrer en guerre, parce qu'il sait, lui, ce que coûte vraiment la guerre. Et en fait, il a dû retenir certains généraux. Encore une fois, ces généraux-là, certains avaient été colonels ou majors pendant cette guerre. Ils y avaient pris goût. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Hegseth est le seul à avoir une vraie expérience militaire. Les autres sont des civils. Et ils pensent que tout ça, c'est comme un jeu vidéo. Et avec le déclin des facultés mentales de Trump, ses capacités de raisonnement critique, il croit la dernière chose qu'on lui dit. Et on lui a raconté pas mal de choses délirantes, par des gens comme le général à la retraite Jack Keane, le général Kellogg ou encore Lindsey Graham. Donc selon la personne qui l'écoute, il peut se dire « Ah oui, on peut s'en sortir par la force ». Et là, il va découvrir que non, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est une vieille vérité. Mais chaque génération semble devoir réapprendre à respecter la guerre en vivant une elle-même. Parce qu'à mesure que disparaît la génération précédente, celle qui a vraiment combattu dans ce genre de conflit, comme la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec des gens qui parlent de la guerre comme s'ils jouaient à des jeux vidéo. Ils ne mesurent plus les conséquences, ni le coût réel de la guerre. Et quand on ajoute à ça cette tendance à sous-estimer l'adversaire, que ce soit les Iraniens, les Russes ou les Chinois, on voit toujours la même chose. On part du principe que l'adversaire va s'effondrer si on souffle un peu fort dessus. Ça se répète encore et encore. Mais je ne vois aucun progrès, aucune leçon tirée. C'est très frustrant. On disait que les Chinois allaient s'effondrer avec un peu de sanctions sur les exportations de semi-conducteurs. Enfin, sur leurs importations, pour eux. L'économie russe devait s'effondrer en un week-end à cause de ces sanctions. Et bien sûr, il devait y avoir une défaite sur le champ de bataille. La campagne aérienne iranienne était censée tuer leurs dirigeants. Et ensuite, les Iraniens allaient simplement descendre dans la rue en agitant des drapeaux américains. Franchement, c'est complètement fou. Je pense que c'est aussi une sorte de malédiction de ce moment unipolaire qu'on a laissé derrière nous. Un moment où il n'y avait plus aucun respect pour qui que ce soit. Quand il n'y a pas de centre de pouvoir opposé, il n'y a rien à respecter. Personne pour contrebalancer. Et puis la guerre devient quelque chose de... Vous savez, quand on largue des bombes sur des gens loin de chez nous, c'est pas sur nos terres. Mais ça pourrait changer assez vite. Alors, une dernière réflexion avant qu'on conclue. Je disais, je sais que c'est particulièrement frustrant pour vous, en tant qu'historien. Vous essayez d'expliquer l'histoire aux gens en espérant qu'on puisse tirer quelques leçons du passé qui pourraient s'appliquer à la situation actuelle. Je ne sais pas à quel point vous avez étudié la guerre de sécession américaine, mais le début de cette guerre avec l'Iran m'a beaucoup fait penser à l'attitude de Washington lors de la première bataille de Bull Run. Cette bataille s'est déroulée dans la campagne de Virginie, au-delà de l'aéroport de Dulles. Tous ceux qui connaissent Washington le savent. À l'époque, des gens sont partis du centre de la capitale. Ils sont montés dans leurs calèches et ont roulé jusqu'au champ de bataille. Il fallait bien 3 heures de trajet à cheval et en calèche pour y arriver. Avec, vous savez, des paniers de pique-nique. Ah, ça allait être une partie de plaisir. On allait assister à cette grande victoire.
Ils allaient balayer la Confédération. Génial. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ça s'est transformé en une guerre d'usure qui a duré 4 ans. Et vous voyez, c'est un peu ce qui est arrivé aux États-Unis. Ils pensaient que le 28 février, ils allaient décapiter le régime iranien, que le peuple d'Iran allait se soulever, renverser les mollahs et qu'il serait en route vers la victoire. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est important d'écouter des gens comme vous, Glenn Deason, avec toutes les recherches et le travail universitaire que vous avez accompli. Tirons des leçons du passé. Ça pourrait nous éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai adoré recevoir plusieurs fois l'ambassadeur Jack Matlock. C'est un vrai livre d'histoire vivant, tu vois. Il a 96 ans maintenant, mais il est encore incroyablement lucide. Et il partage des leçons précieuses. Il était en poste à Moscou pendant la crise des missiles de Cuba, et dans les années 80, il était ambassadeur sous Reagan, négociant la fin de la guerre froide. Il m'a expliqué que, avant même de pouvoir négocier la paix avec les Soviétiques, il fallait d'abord affronter les faucons à Washington, parce que tout le monde était persuadé que les Russes ne voulaient pas vraiment la paix. Je veux dire, c'est quasiment un copier-coller de ce qui se passe aujourd'hui. Certains de nos dirigeants, franchement, comme ils sont complètement à côté de la plaque, on dirait que leur expérience de la Russie vient d'un marathon de films de James Bond. Ils devraient vraiment décrocher le téléphone, parler à l'ambassadeur Matlock, et voilà, apprendre un peu de son expérience. Mais non, ils ne le font pas. Enfin bref, j'ai déjà pris pas mal de votre temps. Alors merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra bientôt. Très bien, mon ami. Merci. On se revoit bientôt. Merci, Glenn Deason.